Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Et merci de nous rejoindre et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste de géopolitique. Vous êtes également professeur associé à l'Université Paris-Sud. Un mot de géopolitique du sport, une fois n'est pas coutume, si vous le permettez, au lendemain du match France-Israël au Stade de France, qui n'a pas été heureusement perturbé par des incidents majeurs. On a évité le pire hier, Emmanuel Dupuis, alors que le match était observé par le monde pour les risques entourant cette rencontre. Oui, on a évité le pire, on a plutôt bien maîtrisé la chose. Au-delà de la dimension sportive, le sport est souvent le vecteur ou le fruit de compromis géopolitiques. Il fallait que la France et Israël se reparlent à travers cet événement sportif et qu'il se déroule sous les meilleurs auspices. Donc il faut s'en féliciter. Et puis surtout, le sport est un élément de la géopolitique, mais il ne doit pas être instrumentalisé. Et de ce point de vue, il fallait que les choses soient mises à leur juste valeur. Et qu'il ne soit pas l'objet d'admolestation ou l'objet de répression telle que certains ont tenté de le faire. Est-ce que vous diriez, Emmanuel Dupuis, que le sport, les terrains de sport sont encore plus que dans le passé devenus une arène géopolitique en soi, qu'il s'agisse de maintenir ou pas comme hier le match, ou de le déplacer comme l'avait décidé en septembre la Belgique qui devait recevoir à domicile Israël. Je précise par ailleurs que les Belges affronteront à nouveau cette fois à l'extérieur en Hongrie le match, la sélection israélienne ce week-end, dimanche. En tout cas, c'est la preuve de la force d'un pays que de maintenir ça a été la force et la légitimité et je crois l'honneur de la France de maintenir ce match dans les conditions qui étaient celles qui étaient initialement prévues au Stade de France. Je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que bien sûr, le sport est devenu une arène des mécontentements du monde. On l'a vu aussi pendant les Jeux Olympiques où un certain nombre de pays en ont été exclus, car après tout, si vous ne respectez pas les règles du sport, vous ne respectez pas la manière dont les relations internationales doivent être fluides. Donc de ce point de vue, et encore une fois, il faut relativiser l'impact de l'événement sur le point sportif et se féliciter du fait que ce match ait pu se tenir dans les conditions dans lesquelles il s'est tenu. Partons maintenant avec vous aux États-Unis. Je voudrais qu'on s'intéresse pendant les prochaines minutes au premier choix de Donald Trump pour sa future administration, qui entrera en fonction en janvier prochain. Pete Hegseth, un présentateur de Fox News, sera secrétaire à la Défense. Mike Huckabee, qui est proche des évangéliques, a lui été nommé ambassadeur à Jérusalem. Le magnat de l'immobilier Steve Witkoff, qui est proche de Donald Trump, a été désigné pour sa part envoyé spécial au Moyen-Orient. Quant à la fonction d'ambassadeur américain à l'ONU, elle sera exercée par une femme, par l'élue républicaine Elise Stefanik. Ajoutons également que le sénateur de Floride, Marco Rubio, a été choisi comme secrétaire d'État. On va essayer de détailler ensemble chacun de ces choix, mais avant ça, qu'est-ce qui vous frappe globalement dans ces premières décisions en matière de défense et de politique extérieure, Marc? Ce qui me frappe, c'est que ceux qui sont aux affaires, que ce soit Marco Rubio ou Mike Waltz, que vous n'avez pas cité, Michael Waltz, que vous n'avez pas cité, le nouveau conseiller, qui serait le conseiller pour la sécurité entrant, donc qui va remplacer Jake Sullivan, les trois, Marco Rubio, l'ancien sénateur de Floride, Pete Hegseth, que vous avez mentionné, et Michael Waltz, sont d'anciens militaires. Ça veut dire qu'il y a une forme de captation de l'agenda militaire, non seulement ancien militaire, mais ancien des forces spéciales. Ça a son importance dans le contexte actuel. C'est-à-dire quelle incidence ça peut avoir dans les premiers choix de cette administration Trump 2 ? C'est-à-dire qu'il y a une reprise en main politique de l'administration Trump, avec non seulement des responsables qui ont une expérience des armes, mais des responsables qui ont, entre la fin de leur occupation militaire, enfin la fin de l'exercice de leur fonction militaire, ont eu des responsabilités politiques. Il y a une forme de politisation. D'ailleurs, on pourrait continuer ainsi. Vous avez mentionné Elise Stefanik, l'ambassadrice, la future ambassadrice des États-Unis à l'ONU. On pourrait rappeler également le choix, ou faire appel au choix interroger sur le choix de Tulsi Gabbard, qui est la directrice of National Intelligence, celle qui va chapeauter les 17 agences la Direction nationale du renseignement. Directeur national du renseignement, absolument, ou Matt Gaetz, l'attorney general, donc celui qui va diriger le FBI. D'ailleurs, il faut préciser qu'ils ne sont pas encore nommés car ils doivent être validés par le Congrès.
Alors vous me direz, c'est une opération assez simple, puisqu'il y a 218 républicains sur les 435 membres de la Chambre des représentants, et qu'il y a 53 républicains sénateurs sur les 100. De ce point de vue-là, Emmanuel Dupuis, si on devait comparer cela à 2016, il y a aujourd'hui beaucoup moins de réticence au sein du Parti républicain à l'égard des choix de Donald Trump. Il y a un changement de paradigme. C'est que Donald Trump veut une fidélité absolue à sa politique, à sa personne. Ce qui est un changement radical, puisque jusqu'à présent, les hauts fonctionnaires américains, que ce soit les ambassadeurs, les procureurs, les juges fédéraux, les juges de la Cour suprême, prêtent allégeance non pas au président, mais sur la Constitution américaine, la Constitution de 1776. Donc effectivement, c'est un problème assez important auquel il faudra faire face. Quelle est la nature de l'engagement et quelle est la nature de la fidélité d'un certain nombre de ses représentants. Le président Donald Trump, pendant la campagne, avait demandé que ses généraux, ses officiers généraux, les chefs des services de renseignement, ses ambassadeurs, lui prêtent un serment d'allégeance à lui, donc pris de fidélité au président. Alors c'est un petit peu, encore une fois, dans la foulée de l'élection du 5 novembre, puisque le président américain a gagné 312 des 538 grands électeurs. Il a gagné le vote populaire avec 72 millions d'électeurs américains. Et comme je viens de le rappeler, il a conservé la Chambre des représentants et gagné le Sénat. Donc il y a une certaine forme de logique à ce qu'il remporte tout. Winner takes it all, comme diraient les anglo-saxons. Il a entre les mains la quintessence du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et évidemment le pouvoir judiciaire avec les 6 juges républicains que compose la Cour suprême. J'ai partiellement répondu à votre question. Ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est la volonté de terminer là où l'administration Trump s'était arrêtée, avec le plan du siècle que Jared Kushner avait proposé à partir de 2017-2018, qui va sans doute être remis sur le devant de la scène. En tout cas, si on en croit le choix de ceux qui vont l'incarner. Vous avez parlé du nouveau représentant pour le Moyen-Orient. On pourrait évidemment aussi évoquer Mike Huckabee, qui devrait être ambassadeur à Jérusalem, aux États-Unis à Jérusalem. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la volonté de continuer l'accord d'Abraham, ou de prolonger l'accord d'Abraham. Et de ce point de vue, toutes les questions vont vers les pays qui, jusqu'à présent, ne l'ont pas signé. Et en particulier l'Arabie Saoudite. Et j'allais dire, le premier et le plus particulier d'entre eux, l'Arabie Saoudite. Ne jamais l'oublier, le président Donald Trump va avoir une politique non belliciste, non interventionniste, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne manquera pas de transactions. C'est une diplomatie transactionnelle. Et de ce point de vue, ce sera particulièrement vrai au Proche-Moyen-Orient. Et j'imagine que de ce point de vue-là, Emmanuel Dupuis, vous avez été interpellé en apprenant tôt ce matin qu'Elon Musk avait rencontré l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies. Alors, je suis étonné du rôle que joue Elon Musk, tout court, puisque son nouveau département, le bizarrement nommé DOGE, Department of Government Efficiency, lui donne une sorte de super pouvoir. De vous à moi, il est tout à fait possible que ça le préfigure à être un jour président des États-Unis, ou en tout cas à concourir éventuellement à une primaire républicaine. Alors, ça ne m'a pas étonné. Ce qui m'étonne, c'est les orientations et les priorités du président Donald Trump. Alors que l'on voyait la priorité sur l'Ukraine, il s'avère qu'aucun des impétrants dans les postes de force, que ce soit à la CIA, on pourrait aussi rappeler que John Ratcliffe devrait être directeur de la CIA, leur préoccupation, c'est l'Iran. Leur préoccupation, c'est d'éviter que l'Iran ne puisse encore être une menace pour les pays de l'Asie occidentale, du Proche-Orient et particulièrement Israël. On évoque de plus en plus, depuis quelques heures, l'idée selon laquelle, alors que Amos Hochstein n'obtient pas un cessez-le-feu au Sud-Liban, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a jamais réussi à parler d'une même tonalité avec Joe Biden, il se peut qu'il y ait un cessez-le-feu au moment où le président, un cessez-le-feu à Gaza et un cessez-le-feu au Sud-Liban. Avant même le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier. Ce serait une sorte de cadeau, mais qui serait un cadeau qui démontrerait que la temporalité est entre les mains du Premier ministre israélien et que d'ores et déjà, que ce soit Amos Hochstein, que ce soit Brett McGurk, les encore chargés du dossier moyen-oriental pour l'administration Biden, ils sont débranchés en fait. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous en direct dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste de géopolitique. Bon après-midi, à très bientôt dans le Grand Journal.
Merci à vous, à bientôt.